Ah, pas débutant. On se connaît suffisamment pour savoir comment se prendre pour un con, je pense. Et c'est dégénératif, donc ça ne peut que s'empirer. Et malgré tout, je continue à fumer 2 paquets par jour. La cigarette, c'est une bonne excuse d'aller mal. Vous écoutez le podcast sur le tabac, Tu manques pas d'air. Je suis Astrid Malone, bienvenue. Jacques vient tout juste de mettre en place un process pour arrêter de fumer. Il parle beaucoup. Et tant mieux. Il a un peu ce verbe du coach qui t'assène les phrases que t'as besoin d'entendre au bon moment. Genre là, si t'as une impérieuse envie de fumer, c'est le bon moment pour écouter mon invité qui est parfois surnommé Gargamel et qui manque pas d'air. Bonjour Jacques. On commence là, ça y est. On commence, mais on peut couper à n'importe quel moment. Ouais, j'ai l'impression d'être sur écoute, tu sais. Y a Attends, ce je côté m'épose. un peu, Vu que mon podcast s'appelle Tu manques pas d'air, Oui, génial. je vais vérifier Bien si ce trouvé. que tu as dans les poumons. Ouais, bah c'est un bon test. Hein. Déjà, les 5 étages, là, tu mets en condition. Hein. Oui, alors il faut dire que Jacques n'avait pas du tout envie de monter les 5 étages. Effectivement. C'est un peu sa corvée. Bon, là, t'es comment? Le 3e? Ça va. Ça va. En fait, faut pas réfléchir, t'y vas, quoi. Mais après, moi, je suis asthmatique. Hein. En plus. Oh oui. Comment tu te sens? Ça va. Un peu essoufflé, mais ça va. Tu manques un peu d'air ou ça va? Ouais. On a à peu près le même genre de piano. Hein. Ouais, hein. Vas-y, joue-nous un morceau pour l'introduction. Ah. Moi, je l'ai plus de toute façon. Tiens, petit éloge de la médiocrité. En vrai, ça te ferait du bien de lire ça. Tu crois? Ouais. Ouais, je Attends, pense c'est que bien. Là, je vais bouger ça ton pourrait micro. résoudre Je sens certaines de que- mes problématiques. Bah ouais. Je hais la médiocrité. Je suis de ceux qui pensent vaut mieux rien faire que mal faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien la bonne excuse du gros branleur, ouais. Exactement. Est-ce que tu as envie de te présenter? Je t'ai pas sucré le café. Ouais, t'inquiète. Bah, je m'appelle Jacques Belliti. Donc, j'ai 35 ans. Je les ai eus il n'y a pas si longtemps. Je travaille dans l'import-export en fruits et légumes. On peut pas dire que je fais un métier que j'aime. Donc j'ai d'autres centres d'intérêt. Ok. Je te ramène tout de suite à la clope. C'est quoi Quel a été ton rapport à la clope? Parce qu'en fait, Wow. là, l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse de t'interviewer tout de suite maintenant, Mhm. c'est que tu viens de décider d'arrêter de fumer. Quand Pas je t'ai tout vu à fait. Quand je t'ai vu il y a 2 semaines, t'avais encore la clope au bec, en mode c'est le problème de futur Jacques. Non, en Et fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? c'est pas exactement ça. Je pense que j'ai entamé ce processus d'avoir envie d'arrêter déjà depuis quelques temps. Parce que pour moi, en fait, la cigarette, c'est vraiment le dernier rempart. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi. Pendant très longtemps, j'ai cru que je n'arrêterais jamais de fumer. Non pas que j'en ai pas les capacités, mais ça me paraissait tellement être impossible. Je pense sincèrement que j'ai lié un rapport à la cigarette qui est presque dans l'ADN, c'est-à-dire quelque chose qui est ancré profondément en moi. Bon, je suis quelqu'un qui a eu un rapport avec la drogue en général assez poussé. J'ai un peu tout essayé dans ma vie. J'ai eu des mauvaises expériences, des choses assez terribles. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Je peux dire que je suis addict à rien, sauf la cigarette. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui relie l'ancien Jacques au nouveau Jacques. L'arrêt du tabac implique chez moi en fait le fait de devoir changer vraiment ma vision des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne du coup beaucoup plus soin de moi. Quand tu ne fumes pas, bah, tu as plus de temps libre que tu ne passes pas à fumer. Mais tellement. Évidemment. Et en fait, tu t'en rends bien compte, puisque bah, souvent tu te lèves, tu tournes en rond et tu te rassieds en te disant bon, bah, je ne sais pas pourquoi je me suis levé. Et tout ce temps en fait que tu passes,
en te disant finalement que tu as un truc à faire en fumant ta clope, bah là tu te retrouves face à toi-même. Donc visiblement pour arrêter de fumer, ça demande à avoir envie de mettre d'autres choses en place. Donc c'est une vraie remise en question en fait. L'arrêt du tabac implique beaucoup d'autres choses. C'est pas juste arrêter la cigarette. Tu n'arrêtes pas la cigarette pour arrêter la cigarette en fait. Il faut qu'il y ait un projet derrière. Et c'est ce qui rend la chose beaucoup plus difficile. Voilà. Et j'ai cru comprendre que tu avais arrêté avec ta femme en même temps? On a pris cette décision ensemble, c'est fait un peu naturellement. En fait, elle avait déjà entamé le process quand on s'est rencontrés. Et puis elle avait un peu repris, alors je sais pas si c'est en partie par ma faute. Faut dire que j'étais gros fumeur, hein, je fumais 2 paquets par jour. Pour moi, en fait, c'était la clope. Le matin au réveil, première chose que je faisais, c'était vraiment fumer ma cigarette. Je suis sur un terrain asthmatique en plus, et on va dire à cause des merdes que j'ai prises dans ma vie, j'ai contracté aussi une maladie en fait c'est de l'emphysème, donc c'est une partie de mes poumons qui sont abîmés, qui ne reviendront jamais à leur état initial. Waouh! C'est dégénératif, donc ça ne peut que s'empirer. Et malgré tout, je continue à fumer 2 paquets par jour. Donc c'est pour dire à quel point, en Ah, tu fait, manques pas d'air de manquer d'air. c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'avais presque accepté le fait que bah, ce serait comme ça et que j'en crèverais et compagnie, quoi. À un moment donné, je m'étais fait l'idée, hein. C'était difficile. Mais à un moment donné, on finit par comprendre que bah, on peut surpasser des choses bien plus compliquées, en fait, que la cigarette. Et je pense qu'un geste en amène un autre. C'est pas si compliqué que ça quand on y porte son attention. Je pense qu'à un moment donné, c'est presque, on rend la chose un petit peu mystique. On lui donne trop d'importance. Et on la mystifie complètement. C'est-à-dire que l'arrêt du tabac, finalement, c'est pas si dur si on le veut vraiment. Mais l'image qu'on s'en fait nous paraît insurmontable. Donc on va vraiment mettre, j'insiste dessus, le côté mystique. La cigarette a un impact sur nous, on n'est pas capable de contrôler parce que ça rentre dans notre vie de tous les jours. Ça rentre dans tellement d'habitudes, c'est tellement ancré depuis tellement d'années que pour nous, ça nous paraît inimaginable. Donc en fait, on va placer la barre tellement haut que ça va nous paraître être insurmontable. La réalité est tout autre. Quand on commence à arrêter, et souvent on fait des rechutes, bah en fait on se rend compte que c'est pas si dur. C'est juste que c'est une envie qui revient souvent. Mais l'envie en elle-même, elle est battable. Elle est battable même assez facilement d'ailleurs. Raconte. Euh, j'ai arrêté des choses beaucoup plus compliquées que la cigarette. C'est quoi plus compliqué? Des drogues dures. Tu veux nous donner des détails ou J'ai passé de nombreuses années à consommer du crack. Euh, je suis tombé dedans un petit peu volontairement en plus, en pensant que j'étais capable. Pour des raisons familiales, j'avais besoin de prouver qu'il n'y avait aucune drogue qui empêche un homme d'être ce qu'il est. Et j'avais tout essayé dans ma vie, j'avais jamais eu ce problème d'addiction, et j'avais l'arrogance et l'immaturité de me dire en fait que bah, du coup je pouvais essayer ça aussi, que ça irait. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Il m'a fallu de très nombreuses années pour m'en sortir, ça a été très très compliqué, j'ai eu beaucoup de soutien aussi, heureusement. Je m'estime chanceux. C'est un Et problème qui reste un petit peu, en fait, je pense, à vie. L'addiction, c'est pas quelque chose dont on se débarrasse et on dit je ne suis plus addict. Non, on est addict à vie. Maintenant, est-ce qu'on la combat? C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a un comportement addict, on travaille sur son addiction. On peut être, si tu veux, on peut être une personne qui ne consomme rien, mais être addict. Donc, l'addiction, c'est quelque chose de profond. Voilà. Ensuite, il y a tout un travail psychologique à faire. Donc, je pense qu'arrêter le crack a été beaucoup plus difficile pour moi que l'arrêt du tabac. En soi, c'est clairement l'envie de consommer est beaucoup plus forte. Simplement, le tabac, c'est un peu les choses compliquées du tabac, en fait, c'est que ça vient s'incruster dans ta vie tous les jours. Dans des moments simples, dans des moments où t'es pas censé lutter.
Ouais, t'en prends pas la terrasse d'un café le matin avec ton Voilà, on se comprend. café, un café et du crack. Non, par contre. Clairement, c'est un peu comme les alcooliques. Pour eux, c'est un vrai problème l'alcool parce que Ouais. bon, ils sont en famille, les fêtes de Noël ou tout ce que tu veux ou n'importe. Voilà, ils sont chez les grands-parents, c'est les grands-parents qui sortent la bouteille. Donc si tu veux, en fait, ça c'est vachement marginalisé, c'est devenu quelque chose d'assez banal. Et la cigarette, bah oui, on a du mal à se passer de quelque chose dont on a l'habitude de faire avec les proches. Si tu veux, à partir du moment où tu peux fumer une cigarette avec tes frères et sœurs, bah dans ton inconscient, tu fais pas quelque chose de mal. Mm. Donc c'est difficile de s'en débarrasser. Tes parents fument ou fumaient? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis mon plus jeune âge, mon père fumait beaucoup, beaucoup dans la voiture. On était enfermés, il fumait comme un pompier, ma mère aussi, mes grands-parents aussi, mes Ah, c'est oncles et tantes l'époque. aussi. Je suis né dans un environnement de fumeurs. J'ai une de mes sœurs qui a réussi vraiment à ne pas toucher à la cigarette, c'est incroyable. Bon, mais elle ne touche à rien, c'est une sainte. Et c'est un peu un modèle pour toute la famille. Elle équilibre, elle compense le reste Honnêtement, de la famille. ouais, je sais pas si on a vraiment le même père ou la même mère, mais Mm. ouais, non, 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 elle sort dans l'autre monde. C'est assez exceptionnel. Après, je pense en réalité, quand on est honnête avec soi-même, on est réellement capable d'arrêter la cigarette. Le tout, c'est de vouloir se faire du bien. En fait, Toi, t'es dans cette c'est. dynamique-là alors. Mais je pense pas qu'on puisse arrêter la cigarette si on n'est pas dans cette dynamique profonde. C'est-à-dire, on peut pas dire j'arrête la cigarette parce que ça me fait du mal. Ok, c'est une des raisons. Mais il faut aussi, à côté, vouloir se faire du bien, être dans l'action. C'est-à-dire que quand on arrête de fumer, souvent on compense par autre chose. C'est un peu le lot de toutes les addictions. Donc, il y a toujours une compensation quelque part. Le tout, c'est de savoir se faire assez de bien pour en oublier, en fait, le fait qu'on arrête de fumer. Mais alors, c'est quoi tes tips là? Bah, mes tips, là, déjà, j'ai repris un petit peu le sport. Donc, j'ai pris un coach sportif, j'ai fait la démarche de l'appeler. Je savais que j'allais en baver total. Ça fait des années que j'ai pas fait de sport. D'ailleurs, ça a été très, très surprenant parce que quand le coach est arrivé, je me suis tellement décrit comme quelqu'un de non sportif, fatigué physiquement, asthmatique. Il s'attendait à avoir une larve. Et donc, il avait prévu des exercices, si tu veux, très, très, très banals. Et à la fin de la séance, il m'a regardé, il m'a dit non mais en fait je t'explique, tu es beaucoup plus compétent que certains de mes élèves de terminale. Parce qu'il est coach il est prof de PS, en plus d'être coach. Et je me suis surpris moi-même à être finalement pas si fatigué que ça en fait. Et je pense qu'on se met des barrières psychologiques très fortes nous-mêmes et on se surprend. Et l'arrêt du tabac, ça m'a surpris que... Bon alors, je triche puisque j'utilise une cigarette électronique. Voilà, j'ai pas arrêté de but en blanc, comme l'ont fait certaines personnes de l'ancienne génération qui te racontent tous, voilà, je suis des sans filtre et j'ai arrêté du jour au lendemain. On a tous entendu quelqu'un qui nous a dit ça, et ça nous paraît tellement improbable. À chaque fois, on les regarde comme si c'était des dieux vivants. Bon, mais comment tu fais pour arrêter la cigarette du jour au lendemain sans aucune compensation? Waouh! Eux, ils avaient pas le choix. Et puis à l'époque, il y avait de la publicité pour la cigarette. C'était pas du tout pareil en plus, hein, c'était bien vu. Et on fumait partout. Et on fumait partout, bien sûr. Donc ta cigarette électronique, il y a de la nicotine dedans. Oui, il y a de la nicotine dedans. Combien? Là, j'ai mis du 12 mg, des fois je mets du 6 mg. Donc des fois, je mélange un peu les deux pour faire du 9. Moi, clairement, aujourd'hui, si j'ai pas de compensation, ça va être compliqué. Je dis pas que j'en suis pas capable, je pense que je pourrais arrêter. Euh, mais ça va être très très compliqué pendant les 2 premières semaines, hein. Vraiment, je sais pas de quoi je suis capable pendant ces 2 semaines-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu arrêter plus de 24 heures sans compensation. Ou sans quelque chose qui me donne de la nicotine. T'as ton combienième arrêt? Ça va être le 10e En combien de temps? en 2 ans. C'est un processus, mais c'est de plus en plus facile. Mm. En fait, C'est un pli à prendre? j'ai vu la différence entre les premières fois où j'ai arrêté de fumer, mais l'idée de ne pas avoir de paquet à la maison m'angoissait. C'est-à-dire que je me disais, j'arrête de fumer, mais j'ai besoin d'avoir des cigarettes à la maison pour que si je pète un plomb, je sais que j'en ai. Ok, mais donc t'arrêtes pas. Clairement, tu n'arrêtes pas. Je veux dire, je ne connais aucune addiction où tu es capable d'avoir le produit qui te rend addict à côté de toi et dire je le prends pas. C'est pas possible, c'est se mentir à soi-même. C'est un côté besoin d'être rassuré. Mais bon, on le sait.
Je me suis menti plusieurs fois en disant: «Ah bah tiens, je vais prendre les clopes plaisir». Donc il me faut un paquet à la maison pour les clopes plaisir. Ouais, bien sûr. Naïf, On se connaît suffisamment pour savoir comment se prendre pour un con, je pense. c'est bon ça. Oh oui. Et du coup, bah, on se devance assez facilement, ouais. Et bah, le paquet, c'est bien, mais il durait pas plus d'une journée. Donc finalement, club plaisir, c'était club pas très plaisir. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Alors le côté néfaste d'arrêter à deux, c'est que si l'un craque, il fait craquer l'autre. Ouais, pression, attention. Et ouais, moi ça m'arrivait des fois de rentrer et je voyais le côté coupable de Sandy dans ses yeux, qui me disait pas, hein. Mais je voyais bien qu'il se passait quelque chose. Et je lui dis, je sais pas pourquoi, je parie que si je regarde dans le sac, je trouve un paquet, tiens. Ouais. Bon, écoute, tu m'en veux pas, j'ai acheté un paquet. Non, c'est ok. Je peux pas t'en vouloir. On finit ce paquet, évidemment, c'est très bien, c'est de la connerie, on n'a pas besoin de ce que tu veux. Et bon, 3 jours plus tard, c'est moi qui craque. Et on s'échange un peu la balle, et des fois on espère que l'autre craque avant nous, en fait. Et c'est presque horrible en se disant, ah bah tiens, elle va aller acheter des cigarettes, donc c'est bon, ça va aller. Ok. Il y a eu la phase où on s'est dit, alors on n'en achète plus. Terminé. Maintenant, si on croise quelqu'un qui fume, on peut lui en demander une. Le taxeur. Tu Le passes. taxeur, mais attends, tout le monde est passé par la phase du taxeur. En plus, ça coûte pas cher, c'est très bien. Mais t'as jamais eu un pote qui arrête de fumer qui taxe des clopes, toi? Si on a tous eu. Bah, en fait, c'est la phase un peu de, non, moi, j'en ai pas sur moi. Mais la clope plaisir, du coup, elle existe. Puisque c'est quand on vient boire et que la personne en a sur lui. Ah, là, je peux me permettre, allez, c'est un kiff. De toute façon, je sais que j'en ai pas, donc je peux pas continuer. Elle est joyeuse cette phase parce qu'elle est légère, naïve, elle te met en Mhm. lien avec des gens. Comment dire? C'est peut-être une phase un peu naïve, mais je pense que c'est aussi une phase nécessaire. Et c'est un peu moins se prendre pour un con, parce qu'effectivement, on n'en achète pas. Donc on en profite quand même de la clope qu'on fume. Mais tu veux que je te dise, ça aide à arrêter parce que souvent elle nous dégoûte. Pourquoi elle te dégoûte? Bah parce que t'es plus habitué, et que tu te rends compte qu'en fait elle est pas bonne, qu'elle te fait tousser, qu'elle a pas le bon goût, que c'est de la merde. Tu la prends quand même, attention, hein, et tu vas la prendre longtemps. C'est-à-dire que ça peut durer longtemps cette phase. Mais à chaque fois que tu vas la fumer, tu vas avoir cette sensation de te dire, ah j'aurais pas dû. Hmm. Et ça te détache inconsciemment de la cigarette. Et donc tu commences à prendre en fait au fur et à mesure de ces sessions, arrêt, reprise, je me prends pour un con, je me prends pas pour un con, j'en achète pas, j'en taxe pas. Plus tu vas être dans ce procédé en fait de je veux arrêter et j'essaye de mettre les choses en place, et bien sûr, on le sait tous, t'arrêtes une addiction, il faut être drastique. En fait, t'as pas le droit d'avoir le choix, que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi d'autre. Si tu as une fenêtre ouverte, ne serait-ce qu'un petit point au bout du tunnel, c'est mort. On le sait. Mais avant d'en arriver là, on va s'inventer plein de phases. Mais c'est des phases importantes. Parce qu'elles démystifient, si tu veux, le côté impossible, j'arrêterai jamais, de toute façon, cigarette, c'est trop compliqué, écoute, j'en crèverai, et puis point, quoi. Non, 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 d'un coup, ça devient réalisable. Ah merde, c'est faisable. Ah merde, j'en suis capable. Ah, c'est chiant. Parce que j'ai pas le droit de me mentir maintenant, en fait, je sais. T'es dans le processus de deuil. Un peu. Et, euh, et c'est bon de pas se mentir, en fait. C'est compliqué. Ça soulage? Ça soulage, ça demande à faire un réel travail, en fait. Maintenant, tu sais que t'as plus le choix. Hmm. Tu peux pas te mentir indéfiniment. À un moment donné, tu sais, ça y est. Ouais, tu te retrouves. C'est à ce Voilà. moment-là pour toi que tu te retrouves face à toi-même, quoi. Bah ouais, après, c'est est-ce que tu veux vraiment ou pas, en fait? Est-ce que tu veux rester un connard ou est-ce que tu as envie d'avancer, tu vois? Et là, qu'est-ce qui s'est Mais passé pour que tu aies pris cette décision qui a l'air d'être définitive? Qu'est-ce qui est différent? j'ai un problème avec le temps. Euh, On a tous un problème avec le temps. C'est quoi ton problème avec le temps? c'est trop tard. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et puis de toute façon, ça y est, c'est fait. Un peu le côté fataliste, un peu le côté les choses sont comme elles sont, tu les changeras pas. Un peu aquaboniste? Hum. Pourtant, une partie de moi croit complètement l'inverse. Je suis persuadé qu'on peut changer notre façon d'être, notre façon de penser, de manière très profonde, par une activité réelle, une répétition des choses. Je pense qu'on a un vrai impact sur qui on est
ce qu'on veut être, mettre en place nos valeurs, être en accord avec elles, ça demande un vrai travail sur soi, mais c'est réalisable, peu importe l'âge. Mais il y a toujours ces croyances profondes qui viennent te dire l'inverse. Et chez moi, ça a été un gros, gros, gros problème. Donc, je vais pas rentrer dans le côté trop psychologique des choses. Je sais d'où ça vient, je sais pourquoi je suis comme ça. Mais au-delà de le savoir pour le combattre, ça a été très, très compliqué. Et donc, la cigarette est rentrée dans ce processus du temps. En fait, j'ai plus vécu de temps en fumant qu'en ne fumant pas. Donc, je ne sais pas ce que c'est de pas fumer. J'ai oublié. Et à partir de là, c'est vrai que c'est soit en fait on accepte qu'on ne changera jamais, on se dit de toute façon ça y est c'est trop tard, c'est fait. Mais alors ça implique à ce moment-là d'accepter que t'es dans la destruction, que tu ne t'aimes pas, t'as pas envie de te faire du bien. Quelqu'un qui accepte ça comme une fatalité et pas quelqu'un qui s'aime. Si tu t'aimes vraiment, si t'aimes la vie, si t'aimes les gens, si t'aimes en fait, si t'es OK avec tes valeurs, l'arrêt du tabac est une nécessité absolue. Tu ne peux pas te dire que tu te fais du mal si tu es OK avec tes valeurs. Il y a un dérèglement quelque part en toi si tu le fais pas. Tu es en dissonance cognitive si tu le fais pas. Complètement, ou alors t'es hypocrite. Mais oui, complètement. Ce n'est pas possible de dire je suis quelqu'un qui s'aime, je veux me faire du bien, mais je ne veux pas arrêter de fumer parce que je suis fataliste et je pense que c'est trop tard. Non, je veux dire, c'est complètement débile. Soit vous êtes deux personnes, sois honnête avec toi-même, regarde-toi, tu t'aimes, tu veux te faire du bien, bon bah t'arrêtes. Alors ça veut dire que tu as eu un déclic récemment? Non, c'est pas un déclic, ce que je t'explique, c'est un processus. Je sais pas, c'est pas venu du jour au lendemain chez moi. Ça a été, je dois arrêter de fumer parce que j'ai de l'asthme, parce que j'ai provoqué une maladie, parce que c'est compliqué pour moi, parce qu'effectivement je suis essoufflé à chaque fois que je fais le moindre effort, parce que je me sens être une grosse merde à cause de ça, parce que j'ai vraiment l'impression de m'éloigner de qui je suis de plus en plus, à tel point que j'en suis presque devenu à me dire, écoute, je vais en crever et c'est ok. Mais comment tu peux dire une phrase comme ça, en fait, si réellement t'as du respect envers toi? Et en plus de ça, ça a un impact sur tous tes projets autour. C'est-à-dire que, du coup, tu ne vas pas aller dans ce processus de bien-être. Donc, tu ne feras pas faire de méditation, pas faire de sport. Tu vas être plus sédentaire. Parce que tu auras peut-être honte que les gens te voient essouffler. Ou honte de voir dire que tu vas mal. Ou t'es gris, t'es une sale mine, t'es fatigué. Ça pompe l'énergie, on le sait. Les méfaits de la cigarette, on les connaît tous. Et le truc, c'est que tu te renfermes envers toi, sur toi-même, et tu restes vraiment enfermé dans une vision que tu as de toi qui est assez néfaste, assez nocive. C'est très très compliqué d'en sortir si tu passes pas ce stade. Et c'est pas un déclic. Tu l'as le déclic. Tout le monde passe par le déclic. Mais le déclic, en fait, c'est quoi? C'est comme un espèce de roulant de motivation. Paf, il se casse. Pour la garder, la motivation, c'est ça qui est compliqué. Là, c'est du process. Donc en fait, le déclic, oui, il en faut un au départ, mais c'est pas suffisant. En fait, t'arrêtes pas la drogue parce que t'as envie de l'arrêter. Non, t'arrêtes la drogue parce que t'as mis des choses en place pour l'arrêter. Yes. Il faut une structure, c'est comme tout, il faut un cadre. Donc quand t'en as pas, ou quand t'en as pas eu, c'est d'autant plus difficile. Ouais, c'est là, l'un de tes challenges, c'est que toi, tu as souffert de ne Ouais. pas avoir eu de cadre. Donc, c'est pas un réflexe pour toi de t'en créer un. C'est difficile, en tout cas, d'en créer un. En fait, j'ai l'impression que la cigarette, c'est un petit peu une excuse. Je crois que ce manque de cadre m'a un peu desservi dans tout dans ma vie. Pas que dans la cigarette finalement, mais il y a ce truc en moi qui me dit que si je suis capable d'arrêter la cigarette, je suis capable de tout faire aussi. Et inversement, si je suis capable d'arrêter d'autres choses, je suis capable d'arrêter la cigarette aussi facilement en fait. Je reviens vraiment sur ce côté mystique. On se mystifie beaucoup trop avec la cigarette. On met un espèce de mystère autour de ça. Quelque chose ancré dans notre ADN presque indétrônable. Tu vois, la cigarette est au centre de ma vie. En fait, non. Non, pas du tout. C'est que ça reste une clope, quoi. Je veux dire, c'est un truc que tu inhales et ça reste qu'une habitude du quotidien, ok, mais c'est rien plus que ça, quoi. Et l'idée, c'est à un moment donné de le reconnaître et de dépasser sa peur. C'est compliqué, mais Ce serait quel genre de peur, toi, que tu dois dépasser? on en parlait tout à l'heure en privé, mais c'est un peu le côté d'être la meilleure version de soi. C'est compliqué quand tu l'as jamais été. La cigarette, c'est une bonne excuse d'aller mal.
Tu vois? De toute façon, je vais pas bien parce que je respire pas bien. Ah, de toute façon, j'ai de l'asthme, donc je pourrais jamais faire ça. Ah, de toute façon, je vais trop mal aujourd'hui pour espérer arriver à tel niveau de compétence. Ok, mais tout ça, c'est du tout cuit. C'est trop facile. Et la cigarette nous donne une bonne raison de continuer, en fait. Parce que tant que tu fumes, tu travailles pas sur ton problème réel. En tout cas, me concernant, puisque c'est beaucoup lié à ma santé physique. Effectivement, aujourd'hui, je suis en incapacité de faire beaucoup de choses. Je te donne un exemple. Ma femme aimerait qu'on ait des activités un petit peu comme des treks ou des grosses randonnées ou ce genre de choses. Bah, moi, tout de suite, je lui dis, hey, je te mets la limite. Ici, tu vois le stop là, tu le mets tout de suite, quoi. Moi, je te suivrai pas. Je peux pas. Mais bien sûr que si, je peux. Je le sais que je peux. Je te le dis, asthmatique, pas asthmatique, je peux. Bah, mais je suis plus habitué à pas le faire qu'à le faire. Donc c'est plus facile de lui dire, ah mais attends, mais regarde, moi je suis fumeur, j'ai l'asthme, non, laisse tomber. Ouais. Ok, je suis honnête avec moi-même, je peux le faire. Donc tout ça, quand tu parles du dernier rempart, arrêter de fumer, c'est enlever ce dernier rempart. Arrêtez de se trouver une excuse. La cigarette, c'est la bonne excuse pour tout. Ouais. C'est la raison d'aller mal. Tu vois ce que je veux dire? Alors souvent les gens ils vont l'associer à ouais mais ça me détend, ça me déstresse. Mais c'est justement ça l'excuse. C'est que tu vas mettre quelque chose de nocif là où tu dois mettre du positif. Et tu vas te faire croire que ça te fait du bien dans ton état actuel et que ce n'est pas ça qui t'empêche d'être qui tu es. Puisque de toute façon ton problème vient d'ailleurs. Tout est lié. Tout est lié. Tu peux pas me regarder droit dans les yeux, me dire demain, ah tu sais moi je suis une personne joyeuse, j'aime ce que je fais dans la vie, je suis quelqu'un de très heureux. Et je fume 2 paquets par jour. Mais ouais, mais tu vas laisser quoi à tes gosses en fait? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, ma mère elle est partie très jeune, c'était très récent. La cigarette y a joué quelque chose, un rôle assez conséquent, j'en suis persuadé, pas que, évidemment. Mais finalement, quel espoir tu as pour toi, pour ton avenir? Tu peux pas jouer avec tes gosses. Je veux dire, moi j'ai 35 ans, j'ai pas d'enfant. Donc j'en aurai 55 quand ils en auront 20. Mais si déjà je suis crevé à 35 ans et que je fume encore pendant 20 ans, tu crois que je pourrais me permettre d'aller jouer avec eux quand ils auront 20 piges, d'aller faire un voyage avec eux, d'aller faire du ski avec eux, d'aller faire ce que je veux avec eux, n'importe. Mais c'est mort, c'est fini, j'enterre déjà l'idée. Donc comment je peux dire, droit dans les yeux, en regardant quelqu'un, moi je suis quelqu'un d'heureux, je suis ok avec mes valeurs, si je sais que dans 20 piges, je pourrais pas profiter de mes enfants qui auront 20 ans. C'est que j'ai rien compris au sens de la vie alors. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas être débile à ce point. Non. Ouvre les yeux et reconnais que t'as du mal. Dans ce cas, fais-toi aider. Mais tu peux pas dire je vais bien et je fume 2 paquets par jour. C'est un mensonge. C'est incohérent. Alors, ok, t'as peut-être pas tout qui va mal. Il y a des trucs qui vont bien dans ta vie. T'as un bon boulot, t'as une femme qui t'aime ou un homme qui t'aime. T'as mis des choses en place, c'est cool. Tout ça. T'es quelqu'un de profondément à l'intérieur heureux, mais qui ne se donne pas droit au bonheur. Puisque si tu fumes 2 paquets par jour, tu signes ton arrêt de mort. Et donc là, officiellement, t'as arrêté il y a combien de jours? Alors, je sais pas arrêté il y a combien de jours. En fait, je suis encore dans ce processus, sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de problème à pas avoir de cigarette. Je veux dire, j'y pense plus. J'en ai absolument rien à faire de pas avoir de clope. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Depuis combien de temps t'es dans cet état? Ah, ça fait quand même 3 bonnes semaines, mais je l'ai ressenti même il y a 2-3 mois, où j'ai arrêté pendant un mois complet. Pas une seule cigarette, sauf quand on venait me voir où j'en taxais une, mais donc c'était pas assez souvent pour dire que je fume, puisque c'était une cigarette tous les 2-3 jours, et c'est une cigarette. Donc quand tu fumes 2 paquets par jour, pour toi c'est un arrêt. Je considère, sans se mentir, qu'une cigarette tous les 2-3 jours comparé à 2 paquets par jour, l'écart est tellement considérable que pour moi l'effort est fait. Ok, c'est pas suffisant, hein, tu gardes toujours ce lien, mais C'est une étape. c'est une étape importante, ouais, comme on disait. Non, hier j'étais dans une situation assez stressante où Tu veux nous raconter cette situation? oui, je fais un tournoi de poker professionnel en live. J'ai pas l'habitude d'en faire souvent et j'étais assez fier de moi parce que j'ai réussi à vraiment mettre en place ce que je voulais. C'était assez intense, ça a duré longtemps. J'ai fait une très belle performance. Attends, quand tu dis longtemps, on peut parler du 13h, 3h, c'est ça? Ouais, 13h, 3h du matin.
Donc, Donc et assez c'est longtemps, ouais. ouais, et après, bah, ça reprend samedi, dimanche et lundi pour 3 journées du même acabit. C'est un sport de haut niveau et effectivement, la cigarette ne peut pas rentrer dans ce cadre. Je ne gagnerai jamais tant que je fume, je le sais, c'est évident. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ouais, je pense que tu peux pas exceller dans un domaine si tu es fumeur, je veux dire un domaine qui demande des compétences psychologiques et physiques de haut niveau. Avec ça, je crois même pas avoir démarré réellement le travail parce que je médite pas, je fais pas suffisamment de sport, je travaille pas assez mon mental. euh, mais le fait et le simple fait de me dire que je n'ai pas envie de fumer entre les coups, déjà m'apporte une sérénité incroyable. Donc je n'imagine pas ce que ce sera quand réellement je mettrai tout en place pour travailler le côté mental et psychologique nécessaire. Ça a un rapport à la vie en fait, je pense. Que tu fasses du poker de haut niveau ou un sport de haut niveau, il faut que tu sois quelqu'un qui mette des choses en place suffisamment fortes dans ta vie en réalité pour que tout se mêle à un cercle vertueux. Tu sais que ça va te faire du bien, ça va t'amener à ça, qui va te faire du bien, qui va t'amener à ça, qui va te faire du bien. Et c'est pas l'utopie de se dire, ouais, tout va bien, super. Non, les plus grands malheurs dans ta vie te forgent, t'auras des galères, t'auras des moments durs, t'auras des moments où tu vas craquer, t'auras des moments où tu vas péter les plombs, t'auras envie de tout casser, ok. Mais plus tu travailles, plus tu te donnes cette chance d'aller bien, et plus tu gères tes émotions, plus tu apprends à les contrôler, à les maîtriser, à les comprendre, et plus tu t'élèves en fait vers une forme de compétition. Euh, Tu peux réellement être un grand compétiteur que lorsque tu apprends à maîtriser qui tu es. Et ça, c'est un travail d'une vie. Et aujourd'hui, bah, les gens ont un cadre tellement jeune, euh, qui mettent en place depuis tellement longtemps que des choses qui sont très compliquées pour moi, pour eux, je veux dire, c'est la base de la base. Ils ne regarderaient même pas. Euh, pour autant, je pense que chacun à son échelle peut avancer, peut travailler, peut évoluer. Euh, Et oui, l'arrêt du tabac est le minimum du minimum, en fait. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais être qui je veux être si je continue de fumer. Parce que sans échec, il n'y a pas de réussite. La vraie réussite passe par l'échec. Moi, ça, j'y crois. En fait, je pense que t'as besoin de l'échec. Des fois, l'échec fait mal, fait très très mal. Euh, En fait, je fais comparer un peu l'échec de l'arrêt du tabac à beaucoup d'échecs que j'ai pu avoir dans ma vie, où j'avais la rage, je m'en voulais, j'avais envie de me détruire, je me détestais d'échouer. Là où je devrais réussir, j'ai un taux d'exigence qui est extrêmement élevé parce que, au vu de mes capacités, j'ai pas le droit d'échouer, même si on m'a pas donné le bagage pour réussir. Et j'ai ce sentiment des fois d'injustice, de colère intérieure, de rage intérieure, quelque chose de très profond qui m'amène à me détruire, à me faire les pires choses qui existent. Et en réalité, de se nourrir de sentiments d'échec, hmm, ne peut pas être bénéfique, puisque du coup, tu n'en tires pas parti. Là où l'échec est bon, c'est quand tu l'acceptes, quand tu comprends pourquoi il est arrivé, quand tu n'essayes pas de changer ce qui s'est passé, mais changer ce qui va se passer. Là, tu es dans l'apprentissage. Là, c'est autre chose. Et là, tu prends du plaisir à échouer presque. Parce que c'est bien. Ça t'apprend un truc. Mais ça demande une grande maturité, ça demande beaucoup d'acceptation, un vrai travail sur soi. Ça peut prendre des fois des années. Ça peut prendre une vie entière, comme ça peut aller très vite. Et je pense que là-dessus, j'ai vraiment franchi une étape récemment. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis capable, par bribes, je dis bien par bribes, parce que pour le maintenir, ce niveau d'exigence, je suis pas encore prêt. Mais je suis capable d'atteindre le potentiel du Jacques que j'imagine à son plein potentiel. Et des fois, je le sens. Des fois, je sais que j'y suis. Comprendre d'où viennent nos failles, que ce soit le tabac ou n'importe quelle forme d'addiction, et le tabac en fait est encore plus cruel parce qu'il vient s'insérer dans des habitudes tellement quotidiennes que en fait c'est ce qui rend l'addiction
on va dire, la plus acceptable. Donc, c'est forcément la plus compliquée parce qu'elle est la plus acceptable, même si en soi, c'est pas la plus compliquée. Et c'est bien ça que je veux expliquer, en fait. C'est vraiment que on se dit tous, non, mais le tabac, c'est un truc de fou. C'est pas que c'est un truc de fou, c'est facile d'arrêter. Il faut Mais c'est que se c'est rééduquer. l'addiction, ouais. Mais c'est que c'est la seule addiction qui est la plus tolérée. C'est-à-dire qu'on peut voir des jeunes de 16 ans fumer, ça va pas nous choquer. Tu vois quelqu'un de 16 ans prendre de l'héroïne, ou du crack, ou de la cocaïne, ou ce que tu veux, t'es choqué. Tu ne peux pas l'accepter. Donc tu n'accepteras pas que quelqu'un le fasse devant toi. Donc en fait, c'est l'acceptation de cette addiction dans la société qui fait qu'on croit que c'est la plus compliquée. Non. En soi, arrêter le tabac n'est pas dur. C'est l'image qu'on s'en fait qui est dure. Et en plus, là, il faut que tu te réappropries chaque geste du quotidien sans elle. Ouais, bon, après, ça, c'est encore autre chose. C'est à l'autre côté de l'addiction, je dirais le côté un peu gestuel, tout ça. Ouais, il y en a pour qui c'est très compliqué. Moi, c'est... Bah, après, c'est facile pour moi de dire ça parce que je garde le geste, en fait. T'as la cigarette électronique. Ouais. Tu l'as tout le temps avec toi? C'est quoi ton lien avec elle? Ouais, il y a eu... Ah ouais, mais tiens, c'est une bonne question. Il y a des moments où je l'ai tout le temps dans les mains. Alors après, pour être honnête avec toi, si c'est pas une clope électronique, c'est autre chose. J'ai souvent besoin de tripoter quelque chose parce que j'ai un tic nerveux qui fait que je m'arrache les cheveux. Depuis tout petit. Je tourne mes cheveux en rond et je tire. C'est une maladie, c'est un TOC que j'ai depuis le plus jeune âge. Donc je le fais sans me rendre compte. Là maintenant beaucoup moins. T'as beaucoup de cheveux, donc c'est que ça se passe bien ou... J'ai une très bonne chevelure de base et du coup j'ai beaucoup de chance parce que vu la masse de ce que j'ai retiré, normalement je devrais avoir la coupe au moine depuis longtemps, je pense. Et, ouais. Donc je m'en sors bien. Non, non, sérieusement, ouais, j'ai un problème, moi, de nervosité. Je pense que je suis HPI et je pense que je vais beaucoup trop vite dans ma tête et j'ai besoin de canaliser. Donc, toujours besoin de toucher quelque chose ou de faire quelque chose. C'est un peu le problème des gens qui savent pas trop se placer. Euh, donc, si c'est pas la clope électronique, ce serait autre chose. C'est encore un autre problème. Mais effectivement, c'est vrai que ça me permet de compenser ça. Après, je me suis surpris agréablement à avoir des moments où j'y pensais pas du tout, j'avais rien en main. Je sais pas si ça arrive si souvent que ça. J'ai pas porté mon attention trop là-dessus, mais je sais que ça m'est arrivé d'avoir des journées où je recalais branché dans la chambre et moi je suis sur mon ordinateur ou en train de faire un truc et en fait je me rends compte que pendant plus de 3-4 heures, j'ai rien dans les mains. Mais c'est pas assez souvent pour être notifié. Je pense que c'est un peu ce serait hypocrite de ma part de dire que ça arrive souvent. Non, 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 c'est faux. À terme, tu voudrais t'en passer de la cigarette électronique? Oui. Et tu y penses pour le mois prochain, pour l'année prochaine? Ah, j'y pense pas. Tu Je le verras. sais, c'est un fait. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de plus du tout avoir accès à la cigarette. Objectif numéro un, c'est ça. Je veux dire, déjà, ce serait une grande victoire. Ce sera une grande victoire. Ce sera, et bien sûr que ça le sera. Et pourquoi tu veux mettre un problème avant l'autre, en fait? Je veux dire, si déjà je suis en train d'imaginer comment je vais arrêter le truc qui me permet d'arrêter le truc, Ok. non, non, soyons pas débiles. Dans ce cas-là, j'arrête complètement sans ça, et voilà. Après, je vais te dire aussi une chose qui m'est arrivée assez brutale. C'est il y a quelques années, alors je pourrais pas te le situer exactement. J'ai arrêté la cigarette du jour au lendemain. Et ça, je te parle de ça il y a très longtemps. C'était mon premier vrai arrêt du tabac. J'ai pris des Nicorette. Donc pas de gestuelle. Donc je peux te dire que finalement la gestuelle pour moi c'est le moindre des problèmes. Je pense que je suis capable de m'en passer parce que je l'ai fait. Et du coup, tu avais moins de cheveux? Je crois pas. Par contre, alors très surprenant, une énorme douleur au ventre un jour, quelque chose que j'ai jamais connu. Ouh là là. Ah ouais, non, un truc monstrueux. Je comprends qu'il se passe quelque chose de bizarre parce que c'est pas une simple douleur, quoi. Je me dis merde, il y a un truc bizarre. C'est un endroit que je connais pas en plus dans le ventre, c'est vraiment bizarre comme douleur.
Et à chaque fois que je mange, je me tords de douleur. C'est pas possible. Il faut que j'aille à l'hôpital. Là, c'est trop grave. Là, j'ai trop mal. Je peux plus. C'est trop. Je vais à l'hôpital. Ils me reçoivent et compagnie. Ils font des examens. Et puis là, en fait, le médecin de garde vient me voir. Et me dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer quand même. Alors là, moi, je commence à paniquer. J'imagine le pire. Bah, vous avez fait une pancréatite aiguë. Pancréatite. Je dis, mais je bois pas. On dit, bah, écoutez, si. Je dis, non. Je vous explique, je n'ai aucun problème d'alcool. J'ai tous les autres Je dis, problèmes, mais réellement, pas celui-là. s'il y a bien un problème que j'ai pas dans ma vie, c'est l'alcool. Il dit, oui, mais c'est ce que tout le monde dit. Je dis, non, vous avez pas compris. Je ne bois jamais. On dit, bah, écoutez, vous faites une pancréatite, donc vous êtes alcoolique. Je dis, enfin, ils sont débiles, ou ils comprennent toujours pas ce que je dis. Je veux dire, c'est impossible. Ce n'est pas lié à l'alcool, parce que je ne bois pas une goutte d'alcool. Et je le sais. Ils font des examens sanguins, etc. Ils s'aperçoivent effectivement, j'ai pas du tout d'alcool dans le sang. Rien. Hein. Et ils me disent, bon, mais est-ce que vous buvez un verre par jour quoi? Je dis, non, même pas. Vous avez vraiment 0. Ok, bon, bah écoutez, vous faites partie des rares cas où la pancréatite n'est pas expliquée. Il y a des cas rares, comme ça. Je dis, bah écoutez, moi j'ai peut-être une explication. J'ai arrêté le tabac il y a 1 mois et je prends une corette à haute dose. Ils disent, oui, mais non, ça ne peut pas être provoqué par la nicotine. Moi, je regarde sur Internet quand même, parce que tu sais bien comment ça marche. Et aux États-Unis, ils reconnaissent la pancréatite due à la nicotine. Mais non. Pas en France. Ils sont pas d'accord. T'en prenais combien pour, Beaucoup. Pour que les auditeuristes, si jamais ils écoutent. Je prenais des 2 mg et j'en prenais 2 par 2. J'y allais. Hein. J'en prenais au moins 8 dans la journée, 10. Ok. Et ça t'a déclenché en fait, ça? Autant d'excès dans la cigarette que j'ai transformé avec la nicotine. Donc, si tu veux, j'étais à l'extrême. Hein. Moi, j'ai bien senti que de toute façon, c'était le seul changement que j'ai appliqué dans ma vie. Donc, ça peut venir que de là. Écoute, jusqu'aux dernières nouvelles, je crois qu'ils comprennent toujours pas que ça peut venir de là. Donc, c'est assez incroyable hein, comment les avis peuvent être divergents. Moi, je suis de toute façon pas médecin, mais je sais que ça vient de là. Ta pancréatite, elle est arrivée au bout de combien de semaines? Oh, c'est arrivé 3 semaines après l'arrêt. Waouh. Ok. Ouais, c'était violent. Alors, du coup, t'as chance, arrêté? la chance que j'ai, ouais. Alors, ils m'ont dit, je devrais être opéré si un jour ça revient. Après, c'est que la vésicule biliaire. J'ai pas fait une forme grave de pancréatite. Donc, en fait, ça n'a pas donné suite à des complications. Je crois que ils m'ont mis sous perf. En fait, j'ai pas mangé, pas bu. Je crois que ça a duré 1 semaine sans nourriture et sans eau. Où ils m'ont vraiment, j'étais sous perfusion, quoi. Tu dois complètement vider. Et après, j'ai pu remanger normalement. Normalement, j'avais arrêté la nicorette. Et j'ai repris le tabac. J'ai repris la cigarette. Et en fait, imagine un peu comment l'impact psychologique du truc de l'arrêter de fumer m'a fait mal. Comment tu veux arrêter après encore? Surtout que déjà, c'est lié à des problèmes profonds. Si ton premier arrêt amène à une pancréatite, effectivement, tu vas avoir du mal à arrêter à nouveau. Donc, il y a ce truc-là aussi qui s'est passé. Attends, je te coupe parce que ça me fait penser à ce livre. Arrêt du tabac, attention au danger, de Dr Jacques Pierry, qui est un docteur qui vit dans le quartier. Ok. Et qui prend des consultations, d'ailleurs, notamment par rapport à l'arrêt du tabac. Il est assez cool. Et effectivement, dans son bouquin, il parle des dangers de formes d'arrêt du tabac. Chacun y trouve son compte ou son argument, mais effectivement, faut faire attention. Il y a arrêter, parfois, c'est pas le bon moment, ou c'est pas la bonne méthode. Par exemple, pour quelqu'un qui a des vrais problèmes de dépression, ce genre de choses, etc. Il en parle, ouais. Ça enclenche des dépressions. Je pense qu'il faut choisir son moment. En fait, mais c'est exactement ce que je te disais au tout début de l'interview. Tu n'arrêtes pas le tabac pour arrêter le tabac. Tu arrêtes le tabac parce que tu es prêt à mettre des choses en place dans ta vie. En fait, ça doit être en cohésion avec le futur mode de vie. C'est-à-dire que moi, je connais des gens autour de moi qui ont arrêté le tabac, mais parce qu'ils vivent dans un environnement beaucoup plus sain, parce qu'ils ont à nouveau des activités physiques, parce que ils mettent des choses en place dans leur vie qui leur permet de dire « je me fais du bien », donc l'arrêt du tabac s'enclenche
rentre dans ce processus. Si jamais tu arrêtes le tabac pour arrêter le tabac, bah, tu vas compenser par la bouffe, ou tu vas te faire du mal, ou il va y avoir autre chose. Donc non, l'arrêt du tabac doit venir d'un tout. En fait, ça doit rentrer en cohésion avec un mode de vie nouveau. Parce que c'est réellement profond. Pour les gros fumeurs, je parle là, attention, je parle pas du fumeur du dimanche qui va fumer 3 cigarettes. J'ai des amis à moi que je connais, ça m'a toujours impressionné. Ils sont capables de fumer quand ils veulent, d'arrêter quand ils veulent. Je sais pas comment c'est possible. Je te le dis franchement, je ne sais pas comment. Et c'est réel, hein, j'avais 15 ans, je le connais. 15 ans en soirée, il fume, mais dans la vie de tous les jours, ne fume jamais. Et toujours, je lui demande, mais comment tu fais pour fumer en soirée et pas dans la vie de tous les jours, quoi. Il me dit, bah j'ai aucun problème d'addiction avec le tabac. Bon, ok, bravo. C'est son truc. Bah lui, il est alcoolique. Voilà, moi non. Donc on a tous nos addictions, on a tous nos attirances, on a tous nos... Mais peu importe finalement ce que c'est, l'arrêt d'une addiction implique un changement de mode de vie lié à l'arrêt. Et pour toi, le juste une, ça ne fonctionne pas. Pas pour moi. Ça pourrait peut-être fonctionner pour quelqu'un, on est tous différents. Mais pour moi, ce serait vraiment me prendre pour un con. Hein. Ouais, mais j'ai ça aussi. Juste une, je sais que c'est le début de la fin. Alors moi, tu sais ce qu'elle dit, ma femme alors je sais pas, je suis un peu fatigué pour te sortir sa phrase, tiens, je vais essayer de voir si je me rappelle. Vas-y. Elle est géniale cette phrase. Une, ce n'est jamais suffisant. Non, c'est jamais suffisant, 1000 jamais assez. Non, un truc comme ça. Ouais. Je sais plus la phrase exactement. On Bref. peut tromper une fois, mais Non, c'est autre chose. Là, tu dérives. Non, c'est. Ah, elle te la dira, elle. ça tombe bien, faudrait que je l'interviewe parce qu'elle aussi, elle arrête. Exact. Tiens, ouvre mon livre au hasard. C'est le manuscrit qui est pas il sort dans 3 mois. Tu ouvres au hasard et on va voir si ça tombe sur un Ah, truc comme tu ça. sais quoi, déjà, ton titre m'interpelle. Tu te rappelles que je te disais mystifier la cigarette. Ouais. Tu l'appelles quand même l'impérieuse envie de fumer. Tu vois pas un côté mystique là-dedans? Carrément. Quelque chose d'impérial. T'as un lien avec l'impérialité? Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce mot. Et c'est le mot français pour dire craving. Ok. Donc l'impérieuse envie, où la négociation Enfin, n'est tu trouves plus pas que le mot entendable. est fort? Ouais. Ah oui. Au hasard? Ouais, au hasard, voir si, comme par hasard, tu vas tomber sur un truc. Une hypersensibilité réprimée par une snob à la con qui me sert de surmoi. Pas mal cette phrase. J'ai passé ma vie à me retenir de pleurer, j'ai passé ma vie à éviter au maximum des blocages émotionnels. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, soit c'est... Ça te parle? Ah ouais, complètement. Bon, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Ah là là, c'est fou. Je ne pleure jamais en public. D'ailleurs, je ne pleure jamais seul. J'en ai très envie, j'ai du mal à le faire. Je crois que j'ai pas pleuré pour le décès de ma mère, ou alors, si, une seule fois, au moment où j'ai dû vraiment l'enterrer. Mais depuis, rien. J'ai pas une larme qui me vient. J'ai du mal à parler de ce qui me touche. Je me retiens émotionnellement de beaucoup de choses. J'ai dû mettre énormément de barrières dans ma vie pour m'en sortir. Et aujourd'hui, elles sont plus très utiles. Et pourtant, elles sont présentes. Et c'est dur de les casser, de les briser. Ouais, ça fait écho. Donc ouais, comme par hasard, tu tombes là-dessus. Moi, je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai écrit ce passage-là, que souvent les cigarettes m'aidaient à avaler mes larmes pour pas qu'elles sortent. Ah ouais? Donc ça me permettait de réprimer les émotions qui débordaient. Ok, tu crois que c'est la cigarette vraiment, ou c'est le lien que t'as fait avec, en fait? La cigarette m'aidait à mieux... Je croyais que la cigarette m'aidait à mieux gérer mon émotion. C'est faux. Ouais, évidemment. Ouais, on est plus dupes. D'accord, c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc toi, tu disais que tu ne pleurais pas, mais c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter. En fait, moi je trouve ça grave de pas pleurer, parce que c'est une émotion importante. La tristesse, ou même pleurer de joie. En fait, on peut pas se priver de ça, c'est interdit, ça fait partie du corps, c'est là, il y a une raison, c'est d'évacuer des choses fortes. Ma femme pleure beaucoup. Et des fois, pour rien, on regarde un téléfilm à la con, elle peut pleurer comme si c'était l'histoire de sa vie. Et je trouve ça fascinant. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je la vois le faire, j'ai pas du tout honte de ça. Au contraire, je trouve ça touchant. Et pourquoi moi j'en ai honte?
Alors, espèce de pseudo-virilité à la con, se montrer fort, va Un savoir truc un peu de pourquoi. Michel, un syndrome de Ouais, c'est Michel. un vrai syndrome de Michel, ça. Il est là, il est pas loin, il me parle. Et non, 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 débile. Hein. Après, écoute, j'ai repéré le truc, hein, je sais bien. Pour autant, je le justifie pas. Je trouve que c'est complètement con, ouais. J'essaye de travailler dessus. Après, moi, je crois que la raison principale fait que j'ai peur de ce que je peux ressentir. Et j'ai peur de quoi je suis capable. D'être capable de quelque chose de grave. Quand tu laisses aller tes émotions, quand tu laisses aller ta vulnérabilité, tu t'exposes beaucoup. Et est-ce que t'es prêt à affronter en réalité les émotions qui vont te traverser? Voilà. Est-ce qu'elles vont pas te faire du mal au point de te détruire encore plus? Ou est-ce que le fait de les accepter, de les laisser traverser, vont justement te permettre de pouvoir travailler dessus? Comment le savoir? Ah, bah en fait, je pense que c'est forcément la deuxième réponse la plus juste. Mais le tout, c'est en fait de dépasser sa peur. Il y a deux façons de vivre. Soit par peur, soit par amour. De toute façon, il n'y en a pas trois. Donc, Mais j'ai cru comprendre que tu avais choisi l'amour. c'est ce que je dis. Pour autant, je pense que je laisse beaucoup parler ma peur encore. En fait, le tout d'avoir compris les choses n'est pas suffisant. Ouais, c'est comme avoir un déclic pour l'arrêt du tabac, c'est pas suffisant. Non, c'est bien de savoir, mais faire, c'est mieux. Tu vois, je suis très bon pour savoir. Je peux te dire tout ce qu'il faut faire hein, pour être au top, le mec parfait, tout ce qu'on voudrait que je sois et tout ce que je voudrais être. Hein. Ça, la réponse, je l'ai. Hein. Pour autant, j'ai pas dépassé mes peurs. Et je crois qu'il y en a encore pas mal. Je travaille dessus. Mais tu travailles grave dessus. Mais je reconnais qu'elles sont là, en tout cas. Et je veux pas faire semblant. Je sais qu'elles sont là. Des fois, elles prennent part à mes décisions et ça, c'est chiant quand tu laisses les peurs décider pour toi. Oh, premier exemple, tu sais quoi, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aimerais faire un beau voyage et me dire, en fait, je me limite pas à mes peurs. J'aimerais, moi aussi, tu vois, faire des treks incroyables, aller voir des spots magnifiques qui demanderaient, bien sûr, un peu de conditions physiques. Ok. Bah, dépasse cette peur, fais-le, et voilà, t'en seras que plus fier et récompensé. T'es un bon coach pour les autres, mais tu dis que t'es nul pour toi. Mais beaucoup de gens le sont. Mais par rapport à cet objectif, où du coup, pour l'instant, t'es dans la peur, qu'est-ce que tu voudrais dire au futur Jacques s'il doutait et qu'il était prêt à le faire? Ok, qu'est-ce que t'as à perdre? Parce que de toute façon, tu le fais pas. Très bon ça. Bah oui, De toute façon, tu le fais pas. bah, tu perds quoi? Ah, c'est sûr, tu risques de perdre ton canapé. Ça va être compliqué. Oh, mais pourtant, tu le détestes, le canapé. Ah, qu'est-ce qu'il est vieux. Moche con. Je crois que mon canapé, c'est Michel, en fait. Je passe trop de temps avec lui. Bisous à Axel et son spectacle, le syndrome de Michel. Je salue ce spectacle que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, mon cousin m'a fait la blague de bah, s'il a beaucoup aimé le spectacle, c'est qu'il a sûrement pas compris. Ah, si, ma femme m'appelait Michel au retour, j'ai apprécié. Non, non, mais on a tous un Michel en nous, oui, évidemment. Après, putain, que c'est bon de se dépasser, des fois, je te jure, cette espèce de sentiment d'invincibilité. Mais l'euphorie aussi est un problème. Alors, On peut être accro à l'euphorie. ouais. Moi, je crois qu'il faut passer d'un extrême à l'autre si on veut trouver le juste milieu. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Jacques qui voudrait peut-être fumer une clope bientôt? Qu'est-ce que je voudrais lui dire? Je voudrais pas l'en empêcher, surtout. S'il en est là, c'est que il a toujours pas compris. Ça veut dire qu'il a oublié ce que toi aujourd'hui t'as compris? S'il a envie de fumer une cigarette, c'est pas pareil que s'il va chercher à la fumer. Tu peux développer? Avoir envie, on aura toujours envie. En fait, le Jacques qui aura envie de fumer une cigarette, il existera toujours. Il partira jamais. Mais le Jacques, il va tout faire pour fumer cette cigarette. Lui, il doit partir. Lui, il doit plus exister. Encore une fois, une addiction, elle est là, elle reste.
Moi, je suis addict à la cocaïne, même si je ne consomme pas de cocaïne. Je veux dire, je suis non consommateur. Je suis addict, non consommateur. Maintenant, si demain je faisais tout pour en prendre, bah, à ce moment-là, c'est que j'ai rien compris. Mais ça peut arriver, c'est le concept de la rechute. C'est le concept de la rechute, sauf que la rechute amène à l'arrêt. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, quand on a assez de bienfaits autour de soi et qu'on met des choses assez solides autour de soi, on n'a plus le droit. C'est-à-dire que tu sais ce que tu perds. Tu sais les sacrifices que tu as faits et est-ce que ça en vaut le coup? Je veux dire, demain, pour moi, imaginer reprendre de la drogue, bah, qu'est-ce que je gagne, en fait, à part un décès certain? Je veux dire, je le sais, c'est écrit, c'est certain. Donc, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie et tout ce process qui a fait que je suis là aujourd'hui devant toi en train de te parler d'arrêt du tabac, euh, ça a été un parcours rempli d'embûches, assez complexe, où il y a eu effectivement beaucoup de rechutes, mais j'en ai appris des choses, j'en ai tiré des choses et j'ai pu les tourner à mon avantage pour pouvoir en parler avec un peu de recul, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon et mauvais pour moi. Je pense qu'on sait tous ce qui est bon et mauvais pour nous au fond de nous. Si on s'écoute vraiment, on le sait. Si tu veux retourner à quelque chose d'aussi primaire que la destruction de toi en ayant compris tout ce process, c'est qu'un problème. Ou alors c'est que tu as eu un choc dans ta vie. Et je juge pas. T'as des gens qui ont arrêté le tabac pendant 10 ans, 20 ans, et qui sont retombés. Ok. Il y a une raison. Ouais, je veux dire, ça s'est pas passé. Genre, le mec s'est pas levé un matin en disant, tiens, je vais refumer après 20 ans d'arrêt. Non. Non, il y a dû avoir un choc, il y a dû avoir un truc profond qui a été brisé. En fait, encore une fois, l'addiction, elle est en nous. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu qu'on te donne il y a longtemps par rapport au tabac, que tu comprends que maintenant? Ouais, j'aurais voulu me dire en fait que toutes les sensations de plaisir qu'on a à se faire du mal, elles existent aussi à se faire du bien. Et c'est ce jour-là où j'ai vraiment réalisé à quel point souffrir pour se faire du bien est incroyablement supérieur au fait de souffrir pour se faire du mal. Et c'est mon oncle qui disait souvent, quand tu prends du plaisir en prenant une drogue, mais tu triches. Tu triches. La drogue, elle te donne du plaisir, alors qu'il y en a d'autres qui vont l'avoir par la méditation. Mais c'est normal que tu le payes. Parce que tu as pris du plaisir qui n'était pas mérité. Tu n'as pas souffert pour avoir ce plaisir. Tu l'as pris via une substance. Donc c'est normal que la vie te le fasse payer. T'as pas le droit d'avoir ce plaisir. Il t'est pas permis. Il t'est pas donné. Il t'est pas dû. Tu t'es pas battu pour l'avoir. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un a accès à une source illimitée de plaisir. Par le yoga ou par la méditation. Parce qu'il mérite de l'avoir. Il se bat pour l'avoir. Il souffre pour l'avoir. Et donc, du coup, ce process-là est très important dans la compréhension et l'évolution du regard qu'on peut avoir envers soi-même. Est-ce que je suis quelqu'un qui mérite mon bonheur? Est-ce que je me donne du mal pour avoir mon bonheur? Est-ce que je mets des choses en place difficiles à mon stade, à mon niveau, pour atteindre ce bonheur? Ou est-ce que je vais chercher mon bonheur par la facilité? Le plus dur, c'est d'être simple. Et pour être simple, il faut savoir se confronter à qui on est vraiment. Et donc, il faut être dans la difficulté, l'effort de soi, dépassement de soi. Et c'est là que vient la notion de plaisir. Donc, arrêter le tabac, c'est un plaisir. Tu prends du réel plaisir. En fait, je suis content de pas la prendre, cette clope. Je suis content de pas fumer. Ça me fait du bien, je kiffe. En fait, limite, je prends plus de plaisir maintenant à me dire je ne fume pas qu'à me dire je fume. Tu ressens de la fierté à arrêter? C'est pas la fierté, c'est le plaisir de pas fumer. Parce que c'est difficile de pas fumer, donc c'est un plaisir.
partout où tu vas y mettre un effort, tu vas y mettre du plaisir. Il n'existe pas du plaisir sans effort, ou alors le plaisir est biaisé. C'est ma notion du plaisir. Génial. Pourquoi tu as accepté de répondre à cette interview? Déjà parce que je me sens bien en ta présence, je sens la bienveillance, j'ai l'impression que c'est simple. Je trouve ça intéressant, ça me permet de réfléchir aussi, de voir un peu comment je réagis à certaines questions. Je sais pas, c'est une bonne expérience. Quel message tu pourrais donner aux auditeurs, aux auditrices qui sont en plein craving là en ce moment? Bah, que c'est une étape normale et nécessaire. Et que finalement, ils en auront un bon souvenir. Que c'est s'il n'y avait pas ce craving, en fait, qu'il n'y aurait pas le plaisir d'arrêter quelque part. On en revient à ce que je dis et c'est une bonne chose. C'est bien de souffrir pour ce qu'on veut vraiment, afin de pouvoir l'obtenir et d'en profiter pleinement, en fait. Mm. Et le craving, bah, par essence, c'est difficile. Et heureusement que c'est difficile. Sinon, ils n'en seraient pas là. Ah ouais, on revient à cette notion d'effort et de... Bah, c'est normal. En fait, c'est un processus normal et faut l'accepter. Accepter que ce soit dur. En fait, se dire, ok, c'est dur, c'est bon, c'est dur. Allez, on y va. Plus c'est dur, plus j'y vais. Alors, c'est facile à dire, hein. Ok. Mais essayez de le ressentir. À force d'échecs, on finit par le ressentir de plus en plus. Jusqu'à que ça devienne, une étape qu'on peut dépasser. Il faut le déclic, la volonté, les changements d'habitude et anticiper les up and down. Mhm. En ce moment, je fais une thérapie un peu cognitive et comportementale. Et il y a ce triangle, en fait, tu sais, entre la volonté, l'action. J'ai plus le triangle en tête. Mais en fait, l'idée, en fait, on a souvent tendance à penser, l'idée générale, c'est ça, c'est qu'on se dit, il faut la volonté pour faire. Non, c'est faux. C'est en faisant qu'on a la volonté. Mm. En fait, il faut pouvoir agir là où on a un champ d'action possible. L'action, c'est nous qui la déterminons. On peut modifier l'action. Faire ou ne pas faire, c'est un choix. La volonté, on peut la ressentir, elle peut partir. Ok, on a la volonté. Là, on l'a plus. Là, on l'a. Là, on l'a plus. Mais l'action, c'est nous qui la déterminons. On peut la mettre en place, avec ou sans volonté. Et en fait, c'est quand tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire que est née la volonté de cette chose-là. Comme sortir de chez soi alors qu'on a la flemme. Ah, voilà. Et finalement, on est content. Et on finit toujours par dire, ah, j'ai bien fait. Ça, c'est ma grande phrase, tu sais. Ah, j'ai bien fait. Ah, finalement, je suis content. C'est-à-dire que je suis le premier à... Alors, le surnom que j'ai, parfois, c'est Gargamel. Ma femme adore m'appeler Gargamel quand je suis dans cette phase. Ah là là, mais non, j'ai pas envie. Ah, ça fait chier. Pourquoi ils nous invitent? Et puis, de toute façon, fait chier, c'est bon, les frères et sœurs, ça va, ça y est, je les connais depuis que je suis petit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être avec eux ce soir? Ah, et puis mes amis, c'est bon, ils font chier, allez, laisse tomber, allez, c'est bon. Puis, ah, merde, les dîners, allez, sympa, où tu vas faire semblant d'être content, et salut, comment tu vas, nanana, alors que t'as absolument pas envie de parler. Ah, ils m'ont gonflé, j'ai pas envie. C'est quoi qu'ils essaient tous se faire foutre? Ok, on dit bon, Gargamel est de retour, c'est bien, on est content. Et je sors, et je suis le premier dans la soirée à kiffer de parler avec tout le monde. Et je sors de là en disant, ah putain, c'était bien. Elle me dit, oui, non mais, je sais. Arrête en fait de parler, je le sais. Donc, cette espèce d'opposition entre le toi qui et toutes tes croyances qui vont donner, en fait, qui vont créer ce personnage qui est Michel et qui va vraiment prendre possession de toi. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es Michel, quoi. Tu n'as pas envie, tu vas trouver toutes les raisons du monde pour ne pas Changer, évoluer. Et tu vas y croire, attention, hein, c'est sûr. Hein. Pour tout. En fait, l'action dépasse la volonté. Mais c'est connu, hein, c'est connu. C'est le fait de faire qui fait que t'as envie. Plus tu fais, plus t'as envie. C'est le cercle vertueux des choses, et c'est ça qui est bon. Et encore une fois, je crois que le secret de tout ça, c'est le dépassement de soi. Dépasser, et finalement, le plus important,
quand on dit dépassement de soi, c'est dépasser nos propres croyances. C'est-à-dire qu'on va se mettre nos limites, nos croyances. Chacun à son degré, chacun à son niveau de croyances et de limites, des fois plus ou moins profond. Le tout est de se dire, je ne les écoute pas. Je prends une décision et je m'y tiens. Coûte que coûte. Alors, tu vas me dire, ça s'apparente à de la volonté. Mais non, parce que c'est justement de se dire, quand j'aurai pas envie, je le ferai. Et c'est plus on va prendre cette habitude, plus ça va aussi devenir facile et plus on va pouvoir passer à l'étape suivante. En fait, il faut pas se laisser le choix. Et il faut pas se demander de quoi on a envie à ce moment-là. Il faut juste le faire. Ouais, Ça me fait penser à Mel Robbins, qui est une Américaine connue pour avoir théorisé la règle des 5 secondes, ok, où en fait l'idée c'est tu n'as pas le temps de te demander si tu as envie ou pas de faire la chose. Mais À c'est partir ça. du moment où ça doit se faire, tu décomptes. Faut pas compter 1, 2, 3, 4, 5. Faut décompter 5, 4, 3, 2, Oh, c'est 1. vachement sympa. Et d'un coup, il y a un truc en toi qui t'élance. Oui. Et ça coupe le mental qui va te trouver des arguments pour ne pas le faire. Bah, tu te laisses pas le temps de réfléchir. Et vachement C'est ça. intéressant, fais voir. Vas-y. La règle des 5 secondes, mais c'est exactement ça. Hein. Bon, allez, dernière question. Qu'est-ce que tu déconseilles pendant l'arrêt? Bah, en fait, on va toujours garder quelque chose de caché quelque part au fond du sac. Hein. On se décroche jamais d'une addiction comme ça aussi facilement. Mais ouais, moi, ce qui a été compliqué pour moi, effectivement, hein, ça a été de voir tous les briquets dans la boîte à l'entrée. Bah, en fait, briquet égale cigarette pour moi. Donc, du coup, effectivement, c'est chiant. Ça réactive l'ancrage, quoi. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, de me lever, de prendre le briquet dans les mains et d'aller chercher une cigarette que je sais que j'ai pas. Ouais. Juste le simple fait d'avoir vu le briquet m'a mis en position de je vais fumer ma cigarette. On en revient à la mise en place de l'action immédiate. Tu t'arrêtes rien sans ça. Rien. Rien. Tu dis à quelqu'un, fais un régime, n'importe. Bah, il faut pas que dans son frigo, il ait tous les aliments qui... Mais toi, tu dis que arrêter le crack, c'était plus dur que d'arrêter la clope. Évidemment, bah, ça te change. La clope est quelque chose d'ancré en toi. Tu grandis un peu avec la cigarette. Tu évolues avec elle quelque part. Donc tu vas lui donner de l'importance bien au-delà de ce qu'elle a réellement. Le crack, lui, te change. Le crack, lui, te fait faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Il change la nature de qui tu es. Il va mettre en avant le pire de ce que tu es. En fait, sous crack, tu vas faire tout ce que tu ne ferais jamais si tu n'étais pas sous crack. Tu vas être à l'opposé de ce que tu aimes. Tu vas chercher à détruire le plus rapidement possible et de manière à vraiment te faire du mal. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de prendre une taf très grande et de me dire qu'est-ce que je peux détruire et de le dire haute voix. Hein. Wow. C'est le premier truc qui est sorti de ma bouche au moment où j'étais dans le high, c'est qu'est-ce que je peux détruire et de faire des choses. Je sais pas si c'est le sujet du podcast. C'est pas du tout comme le tabac. C'est beaucoup plus difficile, oui. Ce qui me fait penser au fait que tout à l'heure, tu me disais que toi, tu peux facilement t'adapter à l'autre, que tu es très caméléon, Ouais. et que du coup, d'une certaine manière, tu peux dire à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre. Et comment est-ce que je dois le prendre par rapport à cette interview? En fait, je pense que j'ai décidé d'être assez honnête envers toi, dans le sens sinon il n'y aurait pas d'intérêt à faire l'interview. J'ai compris ce mécanisme assez vite. Parce que là, il peut y avoir aussi l'enjeu de tu veux répondre de la Non. meilleure manière possible à cette interview, parce que ça va quand même être enregistré, que certaines Évidemment. personnes que tu connais peuvent écouter. Évidemment, Donc, tu après, veux montrer une belle version de toi-même. Non, je pense qu'il faut être honnête envers soi-même si on veut pouvoir avancer. Et je me suis beaucoup servi de ça justement pour me cacher mes problèmes. Aujourd'hui, je cherche plus à les cacher, je cherche à travailler dessus. Donc, je suis pas dans la même démarche. Génial. Merci à toi. Jacques. Je t'embrasse. Est-ce que tu veux rajouter 2-3 notes de piano pour finir ou t'es plus dedans? Bah, il faut dire que c'est le même morceau que je joue depuis le début. Attends, l'autre jour, tu m'as joué un mini morceau de Rachmaninoff. Non, tu plaisantes. De toute façon, je vais être honnête avec toi, je ne connais pas plus que la toute première mesure et que je joue très mal. Hein. Eh ben, je joue très mal la première mesure. Oh.
J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sauvage.